Fait. Oui. Alors, on va commencer. Je crois que vous avez déjà assisté à la première partie qui consistait à définir l'HTA chronique, les différentes classes avec le traitement de l'HTA chronique. Normalement, tout le monde a participé à ça. Maintenant, on va aborder les urgences hypertensives proprement dites. Ça, c'est un TD assez important parce que ça va faire partie de votre vie quotidienne. Je même qu'il faudra pour une urgence hypertensive, pour la famille, donc il faudra se concentrer surtout sur le diagnostic après la thérapeutique. On va se répéter un peu, ça sera juste par rapport au fait que l'HTA, c'est une maladie chronique très fréquente, c'est la maladie du siècle. Et en dehors du fait que l'HTA chronique est un facteur de risque cardiovasculaire, avéré déjà, l'élévation brutale de la pression artérielle peut entraîner un dysfonctionnement aigu d'organes avec une morbidité importante. D'accord? Donc l'HTA chronique est un facteur de risque avéré, il n'y a pas de discussion là-dessus, mais l'élévation qui est brutale peut donner aussi un dysfonctionnement d'organes aigu. D'accord? Donc, on définit déjà la crise aiguë hypertensive. C'est quoi? Au fait, c'est une poussée tensionnelle simple. C'est une élévation qui est sévère et brutale, qui dépasse les 180-110. Quand on dit sévère, ça dépasse les 180-110. Mais il faut insister sur le fait que l'élévation est brutale. D'accord? Et ça sera sans atteinte aiguë d'organes cibles. Donc, de la définition, qu'est-ce que vous devez tenir comme mot-clé? Je répète, c'est la crise aiguë hypertensive. On n'est pas encore dans l'urgence. C'est la crise aiguë hypertensive. On a une élévation. Le premier critère, c'est qu'elle est sévère. Le deuxième critère, elle est brutale. Et le troisième critère, sans atteinte d'organes cibles, avec un quatrième critère qui est sans atteinte aiguë. D'accord? Parce qu'on peut avoir un malade qui a une hypertension artérielle chronique, qui a une atteinte des organes cibles, il a une néphropathie hypertensive associée, mais il pourra faire une crise aiguë hypertensive sans atteinte aiguë, c'est-à-dire il ne va pas développer comme par exemple une insuffisance rénale aiguë. Est-ce que vous avez compris? Oui. Très bien. Donc, une élévation sévère brutale sans atteinte aiguë d'organes cibles. On peut avoir des symptômes mineurs par contre. D'accord? Donc, des céphalées, on peut avoir des acouphènes, des vertiges et même une épistaxie. Mais ça n'en fait pas une urgence. D'accord? Des céphalées qui sont peu intenses ou de la même épistaxie, donc ce n'est pas une urgence. C'est le tableau le plus souvent rencontré au niveau des urgences. 70% des malades souffrent de ça. Et le traitement le plus souvent, c'est un traitement ambulatoire PEROS. D'accord? Allô? Oui. D'accord, parfait. Maintenant, docteur, vous pouvez répéter s'il vous plaît, parce que j'avais un problème de connexion. Répétez la définition. Oui. Là, on est en train de parler de la crise aiguë hypertensive. C'est le tableau qu'on rencontre le plus fréquemment possible au niveau des urgences. Et le traitement est le plus souvent ambulatoire, PEROS. D'accord, ça ne nécessite pas un traitement IV. La définition, c'est quoi? C'est une élévation sévère. Donc, ça sous-entend que c'est supérieur à 180-110. L'élévation doit être brutale. Ce n'est pas un malade qui traîne avec 180-110 une semaine. L'élévation doit être brutale et sans atteinte aiguë d'organes cibles. Ce tableau peut être accompagné de symptômes mineurs comme des céphalées ou même une épistaxis, mais ça n'en fait pas une urgence. D'accord? C'est juste des symptômes mineurs qui accompagnent la crise aiguë hypertensive. En fait, la crise aiguë hypertensive, c'est quoi? C'est le pic hypertensif, les urgences au pic. Parce que le terme pic hypertensif, ça n'existe pas. Si on a une élévation aiguë et brutale, soit c'est une crise aiguë hypertensive, soit c'est une urgence hypertensive. D'accord? Maintenant, pour l'urgence hypertensive, les anglo-saxons, c'est l'hypertensive emergency. C'est une élévation sévère de la pression artérielle, mais elle est associée à une atteinte aiguë d'organes cibles. Je dis bien une atteinte aiguë. Et les organes cibles, vous les connaissez, le cœur, la rétine, le cerveau, le rein et les artères de gros calibre. Elle est le plus souvent menaçante
et elle nécessite une thérapie IV, d'accord, pour abaisser prudemment la pression artérielle, mais d'une manière efficace. Donc, si on peut comparer entre les deux, au fait, devant une élévation sévère de la pression artérielle et aiguë qui dépasse les 180-110, on a deux tableaux. Soit c'est une crise aiguë hypertensive, ou là, une urgence hypertensive différée, donc la catanique, c'est là où il y a une absence des organes, atteinte des organes cibles aigus, mais avec des symptômes mineurs. Soit on est devant une urgence hypertensive, et dans ce cas, on a l'atteinte aiguë d'un ou plusieurs organes cibles. Le système nerveux, comme par exemple, on peut avoir quoi comme atteinte aiguë? l'AVC. Très bien. Encore? Une insuffisance rénale aiguë. Très bien. OAP. Hémorragie. L'OAP. L'hémorragie, quel type d'hémorragie? Cérébrale. Très bien. L'hémorragie cérébrale, encore? Hémorragie rétinienne. Oui, une atteinte rétinienne aiguë. Encore? Dissection. Très bien. Je cherchais ça. La dissection aortique aussi. D'accord? Donc, voilà. Maintenant, les tableaux cliniques. Au fait, les urgences, on oublie maintenant la crise. On en a parlé, la crise, s'il n'y a pas une atteinte aiguë d'organes cibles, traitement péroce en ambulatoire. Maintenant, on parle des urgences. Les différents tableaux cliniques des urgences, on a le premier tableau, c'est l'HTA maligne. On va voir la définition par la suite. Le deuxième tableau, c'est l'encéphalopathie hypertensive. Le troisième tableau, c'est une urgence hypertensive autre que l'HTA maligne. C'est-à-dire on a une élévation importante avec une atteinte d'organes cibles autre que ceux touchés dans l'HTA maligne. On va voir la différence. Le quatrième tableau, c'est l'hypertension chez la femme enceinte, ça reste une urgence hypertensive. Et en dernier, les hypertensions secondaires, qui peuvent donner des tableaux d'urgence hypertensive. Donc, on a 5 tableaux. On va parler du premier qui est l'HTA maligne. Au fait, c'est quoi le mécanisme de l'HTA maligne? On a une défaillance ischémique d'un ou plusieurs organes avec des atteintes microvasculaires. L'atteinte est à l'échelle microvasculaire avec des défaillances ischémiques. On a l'élévation qui est toujours importante, qui dépasse les 180-110 et même on parle d'une élévation qui dépasse les 200-120 mm de mercure, l'HTA maligne. Donc là, on dépasse les 120-110. On est dans les 200-120. Avec les signes suivants. Le premier signe qui est constant, au fond d'œil, on a stade 3 ou 4 d'une rétinopathie hypertensive bilatérale. Donc, soit c'est donc les trucs flocons, on va les voir par la suite, soit les hémorragies en flamèche. Donc, le fond d'œil, les lésions au niveau du fond d'œil de la rétinopathie hypertensive qui doivent être bilatérales, stade 3 ou 4, c'est un élément qui est constant et important l'HTA maligne. Normalement, là, vous allez conclure que le fond d'œil est systématique, normalement, devant une élévation importante et sévère de la pression artérielle, parce qu'à lui seul peut constituer une urgence. Avec une atteinte d'un autre organe cible, c'est-à-dire comme le 200-120, plus l'atteinte du fond d'œil, plus vous devez rechercher une atteinte d'un autre organe cible, soit une insuffisance rénale, soit une encéphalopathie hypertensive, soit l'OAP, soit le syndrome coronaire. D'accord? Est-ce que vous avez compris la définition? Oui. Très bien. Au fait, le mécanisme physiopathologique l'HTA maligne, on a, c'est ce qu'on appelle un syndrome de microangiopathie thrombotique. C'est ce qui donne les lésions ischémiques au niveau microvasculaire, les différents organes cibles. La microangiopathie thrombotique, le bilan biologique, où vu nous avons une anémie hémolytique, mais l'anémie hémolytique elle est mécanique et on va voir pourquoi. Donc, ça sous-entend que le CUM-STEC est négatif et quand vous faites le frottis sanguin, vous allez trouver des schizocytes. Avec une thrombopénie périphérique, c'est-à-dire c'est une thrombopénie de consommation, on va voir aussi pourquoi. D'accord? L'HTA maligne hadia, elle est de mauvais pronostic. C'est pour ça qu'on l'appelle l'HTA maligne. Mais elle est de mauvais pronostic si on ne la traite pas. Si on la traite, tout rentre dans l'ordre et il n'y aura pas de séquelles par la suite. Alors, pour vous expliquer c'est quoi la microangiopathie thrombotique, si on a une élévation importante de la pression artérielle avec un effet de l'angiotensine 2 qui est activé, on a une activation de la coagulation et de l'inflammation. On a une augmentation de l'inflammation. Et ça, c'est d'un côté. En même temps,
l'élévation de la pression artérielle, elle va augmenter les forces de cisaillement au niveau des parois artérielles. D'accord? Et une fois les forces de cisaillement vont augmenter, il y aura une augmentation de la perméabilité endothéliale des vaisseaux. Et il y aura le contact avec le sang directement avec le tissu endothélial. Comme on a déjà une activation de la coagulation et de l'inflammation, on aura une agrégation plaquettaire associée. Et on aura une formation de fibrines et des cailloux et des clous plaquettaires. Aide la formation de thrombis qui sont riches en plaquettes, donc ça explique la thrombopénie périphérique, aura comme conséquence une atteinte ischémique par obstruction de la microcirculation. Et la consommation des plaquettes va donner la thrombopénie et va donner aussi l'anémie hémolytique mécanique parce que les globules rouges vont être piégés au niveau des différents thrombis et on aura de l'hémolyse par destruction des globules rouges au niveau du réseau de fibrines. Donc, ça va expliquer l'anémie hémolytique mécanique et la thrombopénie périphérique, trouvée dans le cadre de l'HTA maligne. C'est bon? D'accord. C'est ce qui fait la défaillance ischémique. Oui, parce qu'on aura la formation de microthrombie au niveau de différents vaisseaux sanguins, d'accord? Voilà. Donc, on va passer. Docteur, vous pouvez répéter. Pardon? Vous pouvez répéter. Allô? Vous êtes là? Oui, docteur, vous pouvez répéter la notion de micro-angiopathie thrombotique? La physiopathologie de la microangiopathie thrombotique. Oui. Très bien. La physiopathologie de la microangiopathie thrombotique, au fait, la microangiopathie thrombotique, c'est elle qui est à l'origine de l'atteinte ischémique des organes cibles. Qui fait c'est elle à l'origine. Au fait, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est l'activation de la coagulation et de l'inflammation par effet de l'augmentation de la pression artérielle et l'effet de l'angiotensine 2. D'un côté. D'un autre côté, la pression artérielle qui est très élevée augmente les forces de cisaillement au niveau des artères. Une fois que les forces de cisaillement vont augmenter sur la paroi des artères, il y aura une augmentation de la perméabilité endothéliale. D'accord? Donc, le sous-endothélium, il sera mis à nu en quelque sorte. Donc, le sang, il sera en contact direct avec le tissu sous-endothélial. Et avec le phénomène de l'inflammation qui est augmentée et la coagulation, on aura un phénomène d'agrégation plaquettaire avec formation de fibrines, mais à l'activation de la coagulation. Donc, par conséquent, il y a comme des thrombis un peu partout, les vaisseaux de l'organe cible. Donc, les thrombis sont riches en plaquettes. Donc, ça explique la thrombopénie, une thrombopénie périphérique par consommation. Et donc les thrombis, une fois formés, c'est eux qui sont à l'origine de l'obstruction de la microcirculation et de l'atteinte ischémique. D'un autre côté, les thrombis, tellement ils sont riches en plaquettes, ils vont piéger donc les thrombis, les globules rouges, les érythrocytes. Et le fait de les piéger va les déformer et donner une hémolyse intravasculaire mécanique. Et c'est ce qui donne l'anémie hémolytique avec un COUPS négatif, parce que ce n'est pas immunologique, c'est d'origine mécanique. C'est bon? Oui, merci. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il me... Attendez 2 minutes, Park. Très bien, je vais essayer d'aller doucement. Maintenant, bon, c'est une petite illustration où vous allez voir le stade 3 et 4 de la rétinopathie hypertensive. Je répète encore, les lésions doivent être bilatérales. D'accord? Donc, on a les hémorragies en flamèche. Ce que je montre ici, c'est les hémorragies en flamèche. D'accord? Ça, c'est les exudats protéiques. D'accord? Et on a le dème papillaire. Ça, c'est la région
c'est un peu plus foncé que les autres. Ça, c'est l'œdème papillaire. Donc, ça, c'est les taches floconneuses. Ça, c'est les hémorragies en flamèche. Et ça, c'est l'œdème papillaire. C'est à la fin. Donc, vous devez voir ça au niveau du fond d'œil. Maintenant, le deuxième tableau, c'est l'encéphalopathie hypertensive. C'est quoi le mécanisme physiopathologique taha? Au fait, on sait tous qu'il y a une régulation cérébrale de la pression artérielle une fois qu'elle est augmentée. On a une régulation, mais parfois, si l'élévation est très importante, on peut avoir un dérèglement et un dépassement des mécanismes d'autorégulation cérébrale. Ça les dépasse. Ils ne peuvent plus gérer ça. Et l'innervation sympathique, le cortex cérébral, elle n'est pas homogène. Les régions postérieures sont moins innervées que les régions l'antérieures. Donc, le dépassement survient déjà principalement au niveau postérieur. Et on aura comme conséquence un œdème cérébral. L'œdème cérébral avec après des hémorragies, des infarctus microscopiques. C'est ça le mécanisme de l'encéphalopathie hypertensive. Si on ne la traite pas, ça peut évoluer vers une complication très grave qui est le phénomène de PRES, on a un phénomène de lésion, ce sera une atteinte de la substance blanche et bien sûr dans les régions postérieures. Mais si on traite le malade à temps, ça sera complètement réversible. L'encéphalopathie hypertensive, elle peut être isolée, mais elle peut être aussi associée avec une atteinte d'autres organes cibles. Le tableau TAHA, c'est un tableau purement... c'est une altération de l'état général avec un état plus ou moins comateux, une somnolence, une confusion. On peut même avoir des convulsions et on peut même avoir une cécité. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi on peut avoir une cécité? Par rapport au cortex occipital, parce que les lésions sont le plus souvent postérieures. Très bien, parfait. Ça, c'est par rapport à la région postérieure qui est le plus souvent touchée en premier. Et avant de conclure au diagnostic de l'encéphalopathie hypertensive, vous devez obligatoirement éliminer un accident vasculaire cérébral. D'accord? Dans ce cas, vous devez obligatoirement faire une TDM ou une IRM. Ça dépend de la disponibilité des examens. S'il n'y a pas un accident vasculaire cérébral, que ce soit ischémique ou hémorragique, on conclut à une encéphalopathie hypertensive. D'accord? Maintenant, le troisième tableau, c'est l'hypertension élevée avec l'atteinte d'organes cibles autres que ceux qu'on a déjà cités. Donc, c'est ce qui reste, les OAP, les dissections, les syndromes coronaires aigus, l'AVC ischémique ou hémorragique, l'insuffisance rénale aiguë et la rétinopathie isolée, hypertensive, stade 2 ou 3 en fond d'œil. Donc, d'où l'intérêt du fond d'œil. Ça, c'est le troisième tableau. Le quatrième tableau, c'est la prééclampsie et l'éclampsie de la femme enceinte. Bon, ça, c'est une IRM. D'ailleurs, vous arrivez à voir l'œdème cérébral le plus souvent constitué, c'est les régions postérieures. Je reviens au quatrième tableau qui est la prééclampsie et l'éclampsie chez la femme enceinte. La prééclampsie, c'est une élévation qui dépasse les 140-90 avec la présence d'une protéinurie. Et ce tableau doit être vu après la 20e semaine. Avant, on ne peut pas parler d'une prééclampsie. Avant, si on trouve une élévation de la pression artérielle avant la 20e semaine chez une femme enceinte, c'est que c'est une patiente qui est hypertendue chronique et qui son hypertension est méconnue parce que les deux mécanismes physiopathologiques ne sont pas idem. L'hypertension artérielle chronique, on en a déjà parlé. L'hypertension chez la femme enceinte, en fait, c'est lié à l'implantation placentaire de le fœtus. Et c'est pour ça qu'on doit patienter telle 20 semaines où on en a une bonne implantation pour dire que c'est une prééclampsie. Donc, c'est lié à l'implantation de le fœtus. L'éclampsie, la pression artérielle, c'est une complication si on ne traite pas la prééclampsie. L'éclampsie, c'est une complication qui est une hypertension artérielle qui dépasse les 160-110, associée avec des convulsions, avec une protéinurie importante, avec une défaillance hépatique par une cytolyse hépatique,
associé à thrombopénie aussi. Et dans les stades, en fait, c'est presque une défaillance multiviscérale. Et au stade ultime, on peut même avoir un tableau de CIVD. Et le traitement, on le verra par la suite. Maintenant, le 5e tableau, c'est l'hypertension secondaire à quelque chose. Et le plus souvent, c'est associé à... Ça peut donner des urgences parce que je vous ai dit déjà que l'hypertension secondaire donne le plus souvent des tableaux sévères. Le plus souvent, c'est des tableaux sévères. Donc, secondaire, on en a déjà parlé. C'est surtout la prise médicamenteuse ou certaines toxiques comme la cocaïne et le phéochromocytome. Parce que dans les deux situations, oui, on a une élévation importante et sévère de la pression artérielle et ça peut se compliquer par la suite. Donc, on a parlé des 5 tableaux. Docteur, Maintenant, je vais... Oui, excusez-moi, par rapport à la femme enceinte, avant oui. les 20 semaines, c'est pas pathologique. C'est pas... C'est pas pathologique. Non, Pas... mais ce n'est pas pathologique. Avant 20 semaines, si vous constatez qu'il y a une élévation de la pression artérielle, ce n'est pas la grossesse. C'est une hypertension chronique à qui on n'a pas fait le diagnostic avant. D'accord? Il faudra traiter équilibré. Mais ce n'est pas une prééclampsie. Ce n'est pas lié à la grossesse. Et la prééclampsie est liée à la grossesse. La prééclampsie est liée à la grossesse, c'est lié à l'implantation placentaire. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, pour la physiopathologie, je vais me répéter un peu. On a toujours le problème de la microangiopathie hypertensive que j'ai expliqué tout à l'heure. Attendez. Je vais vous montrer là, c'est mieux. Donc, si on a une élévation importante de la pression artérielle, au fait, le corps, qu'est-ce qu'il va sentir? Si on a une élévation importante de la pression artérielle, il va essayer de la baisser. Par quel mécanisme? Le premier, c'est qu'il va essayer d'éliminer le sodium, l'excès de sodium. On sait tous que le sodium est l'eau. Et donc, on aura un tableau de... Donc, qui le sodium, le corps aura l'impression... Déshydratation. Voilà, aura l'impression qu'il est déshydraté. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va activer le système rénine-angiotensine. Le système rénine-angiotensine, une fois activé, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une vasoconstriction au niveau vasculaire rénal. Et il va faire aussi accentuer la microangiopathie. Je vous ai dit tout à l'heure l'angiotensine oxydaire, l'activation de la coagulation et l'inflammation. Donc, le fait d'activer le système rénine-angiotensine va aggraver la situation en augmentant les résistances au niveau vasculaire et aggraver la microangiopathie circulatoire. Et je vous ai dit tout à l'heure, technique, qu'une fois les pressions artérielles augmentent d'une manière très élevée, ça dépasse les mécanismes d'autorégulation. Et les mécanismes gaïtiques contribuent, et la finalité de la chose, c'est quoi? C'est l'atteinte d'organes cibles, l'atteinte aiguë d'organes cibles. Maintenant, on va aborder la conduite à tenir proprement dite, c'est-à-dire s'il y a un malade qui va venir pour une élévation importante ou adressée par une lettre de la pression artérielle. Excusez-moi, je n'arrive pas à voir vos questions. Très bien, c'est bon. Donc, devant un malade ou une lettre ou qui vous oriente un malade pour une élévation importante, il y a 5 questions que vous devez vous poser. D'accord? La première, est-ce que réellement la pression artérielle est élevée? C'est-à-dire que est-ce que la mesure a été faite dans de bonnes conditions? Des fois, on vous oriente un malade ou là, le malade il dit que 200, comme par exemple. Donc, la première question est est-ce que la mesure est exacte? On doit éliminer les situations à l'effet blouse blanche. Il faut reprendre la pression artérielle de le malade dans de bonnes conditions avec un repos au moins à 15 minutes. On en a parlé la dernière fois. Il faut faire attention aux arythmies. D'accord? Les patients qui ont des arythmies doivent avoir une pression artérielle mesurée par le tensiomètre habituel. D'accord? Mais chez le tensiomètre à mercure, mais chez l'électronique. Parce que l'électronique, il ne prend pas en considération les arythmies. Par contre, le manuel, si. Donc, faites attention à ça. Donc, une fois confirmé qu'il y a réellement une augmentation importante et sévère de la pression artérielle, vous devez demander à votre malade, est-ce qu'il est hypertendu connu ou là. S'il est hypertendu connu, les causes,
En général, sont différentes par rapport chez les autres, les autres catégories. S'il est hypertendu connu, pourquoi il fait une élévation importante? Est-ce que c'est lié à la non-observance? Est-ce que c'est lié à la prise des médicaments qui sont contre-indiqués? Et vous devez bien sûr rechercher les autres causes. Est-ce qu'il est stressé? Est-ce qu'il y a une douleur, une fièvre? Est-ce qu'il a raté, je vous ai dit, il n'est pas observant son traitement? Ou est-ce qu'il est déjà sous le bon traitement? Parce que je vous ai dit la dernière fois, actuellement, tous les hypertendus chroniques doivent être sous une bithérapie, à part les sujets âgés et l'HTA grade 1 chez les sujets qui ont un faible risque cardiovasculaire. La troisième question, est-ce qu'il s'agit d'une HTA secondaire? Est-ce que ce n'est pas un phéochromocytome, etc. Donc, aide-moi parce que je vous ai dit la dernière fois, ils ont des traitements à part, des traitements curatifs à part. La troisième question, est-ce que c'est juste une crise hypertensive ou là, c'est une urgence hypertensive? Je vais voir après les questions que vous avez posées parce que là, il y en a plusieurs. Bon, merci à Nadjar qui a répondu à Ilyes. Donc, vous devez vous poser la question, est-ce que c'est une urgence hypertensive? Ou là, c'est juste une crise hypertensive. C'est quoi la différence? C'est par rapport au traitement. Si c'est une crise, c'est juste un traitement ambulatoire. Si c'est une urgence, il faudra donner un traitement IV et peut-être hospitaliser le malade. Voilà, ça répond à la cinquième question. Maintenant, pour l'examen proprement dit, vous commencez par l'interrogatoire. Est-ce que c'est un malade qui est hypertendu, connu ou là? Le niveau de la pression artérielle habituelle. Est-ce que c'est un malade qui a l'habitude d'avoir des pressions artérielles correctes ou pas? Vous devez rechercher les facteurs déclenchants. Je vous ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il a pris quelque chose, un médicament ou la prise de toxique, ou là, il a arrêté son traitement, ou là, le traitement TAO, il n'est pas adéquat. En fait, vous devez chercher des signes suggestifs d'atteinte d'organes cibles. Donnez-moi à peu près, qu'est-ce que vous devez rechercher, des signes qui vont vous orienter vers une atteinte d'organes cibles aiguë. Un fond d'œil. Non, on est dans l'interrogatoire. Donc, vous devez lui poser des questions, pas faire des examens. Une notion de douleur thoracique. Parfait, encore. Signe de focalisation neurologique. Est-ce que vous cherchez ça à l'examen clinique ou là vous demandez au malade? Les deux. Trouble visuel. Pardon? Trouble de la vision. Trouble de la vision, oui. Vous pouvez lui demander est-ce que vous arrivez à voir ou là c'est un flou visuel ou là oui encore. Trouble de la conscience. Très bien, mais ça, ce n'est pas l'interrogatoire. Ça, vous devez le constater à l'examen clinique. Là, on est devant les questions que vous devez poser à votre malade. Vous allez lui demander est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait mal, une douleur thoracique, encore. Oligurie. Pardon? Oligurie. Oui, Douleur lombaire. Oui, une douleur lombaire, c'est par rapport à quoi? Atteinte rénale. Oui, vous pouvez lui demander technique l'oligourie. Est-ce que vous avez remarqué une diminution de la quantité des urines habituelles? Vous n'avez pas parlé de la dyspnée parce que ça peut cacher un OAP, même si c'est un OAP qui n'est pas sévère. Et les douleurs à irradiation dorsale par rapport à la dissection aortique. Parce que la description est assez typique. Ça, c'est à l'interrogatoire. Maintenant, on passe à l'examen clinique. Confirmer la prise, mesure au niveau des deux bras. Je vous ai dit la dernière fois, la différence entre les deux bras ne doit pas dépasser 20 mm de mercure systolique et 10 mm de mercure diastolique. Si on a une différence qui est supérieure à 20 mm de systolique et 10 de diastolique, il faudra penser à Dissection aortique. Dissection aortique. Parfait. Il faudra mesurer et répéter au moins 2 fois. Vérifier les pouls aussi, c'est par rapport à la dissection aortique. Vous devez faire une auscultation cardiovasculaire et une auscultation surtout pulmonaire à la recherche de
Les râles Les crépitants. crépitations. Les râles Crépitant. crépitants. Les râles crépitants. De Et l'OAP. vous terminez par un examen neurologique. Bon, déjà, l'état de conscience, vous allez le remarquer dès le début. On bête, vous allez chercher les signes de focalisation. D'accord? Maintenant, les examens paracliniques. Qu'est-ce que vous devez demander en priorité et systématiquement devant une élévation importante et sévère de la pression artérielle? Fond d'œil. Enfin, Parfait. Un fond d'œil. C'est le fond d'œil. Chose qui n'est pas faite parce que ce n'est pas disponible, alors que c'est un examen très facile à faire. D'accord? Donc, normalement, on commence toujours par un fond d'œil parce que si on a une élévation qui dépasse les 180, 110, avec un fond d'œil fait une atteinte, une rétinopathie hypertensive stade 3 ou 4, on est déjà devant une urgence hypertensive. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Si on va rajouter une atteinte d'un autre organe cible, on aura quoi? Astigmaline. Exactement, parfait. Si on a un autre organe qui est atteint en plus du fond d'œil, c'est de l'HTA maligne. D'accord? Donc, fond d'œil, encore. UCG. en UCG, ECG. Oui, encore. téléthorax. Pourquoi un téléthorax? Urécréa. À la recherche d'un OAP. X. Au fait, le téléthorax n'est pas systématique. Le téléthorax, c'est un examen d'orientation. C'est-à-dire que si vous avez fait les examens de routine systématiques, et vous serez orienté vers une étiologie qui est l'OAP, par exemple, ou la dissection aortique, vous pouvez demander un téléthorax par la suite pour voir l'OAP ligne de Kerley, mais bon. Ou là, un élargissement d'un médiastin pour la dissection aortique. Donc, le téléthorax n'est pas systématique. Au début, on commence par un fond d'œil, un ECG. Quelqu'un m'a parlé de bilan rénal, parfait. Oui. Il ne faut pas oublier les électrolytes aussi. Encore? Oui. Un formule, FNS. Anémie hémolytique. Exactement. Donc, on fera une formule avec l'anémie hémolytique aussi et surtout le nombre des plaquettes. Oui, une hyperconsommation. Voilà. Et à la fin, on peut faire une bandelette urinaire à la recherche Protéinurie. d'une protéinurie. Voilà. Bon, là, les recommandations, il parle aussi d'un test de grossesse chez les femmes qui sont enceintes. Oui, on le fait, mais en général, à 20 semaines, le diagnostic positif de la grossesse est évident, sauf chez certaines personnes ou certaines femmes qui sont obèses, donc on n'arrive pas à voir exactement. Mais il faudra penser à ça aussi. Chez une femme qui est en âge de procréer et qui n'est pas hypertendue connue, qui est jeune, cherchez la grossesse aussi. Maintenant, on va parler des examens spécifiques, c'est-à-dire que vous avez fait donc les standards pour tout le monde et maintenant vous suspectez une atteinte d'organe cible particulière. Vous avez parlé de la radiographie du thorax. Qu'est-ce que vous devez rajouter? Enfin, ça dépend de l'orientation. Scanner si on suspecte une encéphalopathie hypertensive. Ou là, AVC. Donc, il faudra faire un scanner cérébral ou là, une IRM. Ça dépend de la disponibilité pour explorer le système nerveux. Encore. Encore les autres étiologies. Vous n'avez pas... Échographie cardiaque. Pourquoi vous allez faire l'échographie cardiaque? Pour voir s'il y a une hypertrophie de VG. Et en quoi ça va nous orienter en urgence, le fait d'avoir une hypertrophie du VG? Là, on est en train de chercher les atteintes d'organes cibles aiguës. Donc, vos examens complémentaires doivent chercher ce genre de choses. Si on fait une échographie cardiaque, c'est vrai qu'il faut la faire, mais pourquoi? Dissection aortique. Très bien. On peut voir une dissection aortique, surtout de l'aorte initiale au niveau de l'écho. Insuffisance mitrale. Ischémie. Comment on va voir l'ischémie au niveau de l'écho? La kinésie. De la contraction, voilà. Très bien. Un trouble régional de la contraction cardiaque. Et quoi d'autre? Valvulopathie.
Et est-ce que vous pensez qu'une valvulopathie est une atteinte aiguë de la pression artérielle? Non, la conséquence. Non. Par contre, on pourra évaluer, on en a parlé la dernière fois, on pourra avoir des signes d'insuffisance cardiaque. Et La fraction d'éjection. Le problème n'est pas systolique. L'hypertension artérielle, le phénomène est plutôt, l'insuffisance cardiaque est plutôt si ce n'est pas systolique, c'est diastolique. Voilà. Je vous ai expliqué l'hypertrophie avec l'élévation des pressions de remplissage et le retentissement sur l'oreillette gauche, ombadatique sur les veines pulmonaires, et ça va donner l'OAP. Oui. Voilà. Très bien. Donc, on a parlé du téléthorax, l'échographie cardiaque, du scanner ou l'IRM cérébral. Encore, on va rajouter au moins 2 autres examens. En fait, il faut raisonner par organe. Si vous allez suspecter une dissection, vous allez la confirmer comment? Scanner thoracique. Voilà. Donc, ça, certes, l'échographie, on peut faire l'aorte initiale. Mais l'angioscanner, il explore tout l'arche aortique. Donc, l'angioscanner thoracique est important. Maintenant, si vous allez suspecter un syndrome coronaire aigu associé, vous allez le chercher comment? Vous avez fait le CG, l'échographie, et vous devez confirmer par un autre examen biologique qui est troponine. Troponine. Si le malade est dyspnéique, vous allez l'ausculter, vous allez trouver des fins crépitants, ou là vous allez trouver des sibilants, vous n'êtes pas sûr que c'est de l'OAP. Quand vous faites l'écho, on peut trouver des pressions d'emplissage douteuses. Et il y a un examen biologique qui pourra vous orienter. C'est quoi? Très bien. Le BMP ou le pro-BMP, ça dépend de la disponibilité. Donc, pensez à ça. Surtout dans les cas qui sont un peu borderline, une dyspnée inexpliquée avec une élévation importante de la pression artérielle. D'accord? Donc, voilà. Donc, n'oubliez pas les troponines, le pro-BMP, radiographie du thorax, écho-cœur, angioscanner cérébral, plutôt scanner ou IRM cérébral, angioscanner thoracique. Et on peut aussi compléter par une écho rénale ou aussi la recherche de drogue dans les urines en cas d'HTA secondaire suite à la prise de dents. Donc ça, c'est les examens qui sont spécifiques. Maintenant, la prise en charge proprement dite. Si on a une crise aiguë hypertensive, il ne faut pas abaisser brutalement. Il ne faut pas abaisser déjà plus de 25% les 2 premières heures. Et si vous êtes passé aux urgences, vous devez remarquer, c'est ce qu'on fait. Si on a juste une crise hypertensive aiguë, on abaisse 25% dans les 2 premières heures, on baisse, le malade rentre chez lui et on continue d'abaisser Péros à la maison. Parce que l'objectif au début, c'est à peu près 160-100. On bénétique 6 heures. La normale, on doit l'avoir au bout de 24 à 48 heures, en évitant l'hypotension. Pourquoi? Pour ne pas aggraver les troubles ischémiques. Exactement. Il faut pas diminuer rapidement parce qu'une diminution brutale va aggraver déjà l'ischémie qui est déjà installée. Là, normalement, on n'est pas censé avoir une ischémie parce que la crise aiguë hypertensive. Donc, là, on va causer une ischémie si on va diminuer rapidement la pression artérielle et on pourra causer une ischémie cérébrale ou on peut avoir même de l'angor, on pourra avoir une déférence cardiaque. Donc, il faudra abaisser doucement. Les moyens thérapeutiques, je vous ai dit le traitement à la crise hypertensive qui fait chicoun. Monothérapie, après. Ambulatoire. Ambulatoire, mais chez monothérapie. Ambulatoire. Péros. Et péros. Péros. Donc, le traitement doit être péros, pas de traitement IV, il n'y a pas de raison. On va donner au malade, en général, on va utiliser le captopril qui est un IEC à action rapide. Ou là, on peut utiliser aussi, si on n'arrive pas, on peut utiliser le labetalol ou la nicardipine LP.
la licardipine LP, elle a l'action à abaisser la pression artérielle d'une manière plus ou moins rapide avec l'effet LP. D'accord? Chez rapide, elle va causer l'ischémie, mais c'est une action rapide. Et le captopril, les deux médicaments. Donc, vous donnez à votre malade un comprimé de captopril. La dose, c'est entre 50 jusqu'à 100. Donc, vous donnez un comprimé à 50, vous l'observez pendant 30 à 1 heure, vous reprenez la pression artérielle, on est censé abaisser 20 à 25% dans les 2 premières heures. Si on a l'objectif à 25% atteint dans les 2 premières heures, vous pouvez libérer votre malade et rajouter des mesures par rapport à la pression artérielle. Si c'est un sujet hypertendu chronique, sous traitement, il faudra lui poser la question, est-ce qu'il n'a pas pris son traitement ou est-ce qu'il fait souvent le problème, donc il faudra réajuster le traitement de fond. Si c'est un hypertendu non connu, est-ce que vous avez le droit de le traiter? Non. Alors, Chercher la cause. Une lettre au médecin Non. traitant. pardon? Médecin traitant. C'est quelqu'un qui n'est pas connu. C'est pas un malade qui est hypertendu connu. Peut-être une HTA secondaire, donc elle va résister au traitement. Peut-être c'est oui, mais est-ce que vous avez le droit de traiter ou là, vous devez confirmer son HTA? On doit confirmer par le En matin. urgence. On est dans une crise aiguë hypertensive. La pression artérielle dépasse les 180-110. Mais il n'y a pas d'atteinte aiguë d'organes cibles. On doit traiter. Pardon? On doit traiter parce que c'est une élévation sévère de la tension artérielle. Très bien. Donc, je vous ai dit la dernière fois que la seule situation où vous n'avez pas confirmé que le malade est hypertendu, où vous avez une élévation qui dépasse les 180-110. C'est l'HTA grade 3, plus ou moins urgence. Parce que ça sous-entend déjà une élévation qui dépasse les 180-110. Donc, le malade, s'il vient, il fait une crise aiguë hypertensive, vous devez lui donner un traitement de fond en attendant qu'il fasse son exploration. Un traitement de fond, en général, on donne des inhibiteurs calciques parce qu'ils n'ont pas d'effet secondaire. Et on peut explorer le malade ou à la recherche d'une hypertension secondaire, comme par exemple. Mais vous êtes dans la mesure de lui donner un traitement de fond aussi et l'orienter par la suite pour l'exploration. Donc, les différents traitements péros, je vous ai dit, on a le captopril, qui est une IEC à action rapide. On a des comprimés à 25 et White Masino. Docteur, s'il vous plaît, par quel mécanisme on peut avoir une ischémie cérébrale si jamais on abaisse rapidement la tension artérielle? Au fait, quand on a une élévation importante de la pression artérielle, il y a un certain flux, il y a un certain degré, tu as le flux sanguin qui irrigue le cerveau. D'accord? Et le cerveau, il faut savoir que c'est un organe noble. Donc, la variabilité, le flux sanguin, elle est sentie. Dès qu'on va abaisser rapidement la pression artérielle, le débit sanguin qui va augmenter, qui va irriguer le parenchyme cérébral, va diminuer. Et on aura une ischémie cérébrale parce qu'on a une diminution, tu as le débit sanguin qui va irriguer le cerveau. Ok, merci. Pas de quoi. Donc, on a parlé du captopril. Je vous ai dit, c'est des comprimés à 25 ou à 50. On peut passer de 25 jusqu'à 100 au bout de 2 heures. L'essentiel, ne dépassez pas les 100 et surtout ne pas abaisser plus de 25% dans les 2 premières heures. D'accord? Les malades seront outrés. تقول له معليش monsieur تقدر تدخل ب 160 mm de mercure. Donc تكمل تهبط لك في الدار. Mais il faut leur expliquer qu'il ne faut pas abaisser. C'est dangereux d'abaisser rapidement. D'accord? Un autre conseil, ne jamais donner un traitement si vous ne connaissez pas ses effets secondaires et ses contre-indications. D'accord? Je vous ai dit tout à la dernière fois. Ça va? Donc, il faudra connaître les effets secondaires. Ah, merci. Je vais tourner le dos. Merci. Oui. Je ne vais pas manger 2 boîtes comme ça. Ok.
كاين كلوك ولا ما كاين؟ D'accord, la حمرش est morte. حمرش est morte. Merci. Donc, le deuxième médicament qu'on pourra utiliser, c'est l'anicardipine. Ou l'anifédipine. Maintenant, on a plus l'anicardipine qui est disponible. C'est un inhibiteur calcique qui est dit hydropéridinique avec action vasodilatatrice. D'accord? Donc, il a une action, je vous ai dit, rapide avec un effet LP. Donc, au bout de 30 minutes, la pression artérielle va diminuer et il va protéger le malade jusqu'à 8 heures. Donc, il va continuer d'abaisser la pression artérielle jusqu'à 8 heures. Au bout de 8 heures, il faudra renouveler la prise. Et kiff, vous devez connaître les effets secondaires, surtout les céphalées ou les flushs par effet vasodilatateurs. Un autre effet secondaire, c'est les palpitations, parce que c'est un dihydropéridinique, contrairement aux non-dihydropéridiniques qui sont bradycardiques. D'accord? Il y a le labetalol aussi, qui est un bêta-bloquant à action rapide. Mais vous devez surtout tenir la captopril et nicardipine, qui sont le plus souvent commercialisés et présents et disponibles. On a fini avec la crise hypertensive aiguë. Normalement, vous êtes en mesure de traiter une crise hypertensive aiguë. Maintenant, les urgences. Les urgences hypertensives ont des mesures générales communes. Toute urgence, normalement, je dis bien normalement, on est censé les hospitaliser. Et au fait, c'est ce qui se passe. Parce que si c'est l'urgence, si c'est une prééclampsie ou là, c'est clair qu'ils vont hospitaliser la femme enceinte. Si c'est un AVC, bon, actuellement, ils n'hospitalisent pas tous les AVC. Mais normalement, tenez ça, l'urgence hypertensive doit être hospitalisée. D'accord? Donc, l'hospitalisation en unité de soins intensifs, un monitorage continu de la pression artérielle. Le traitement et les objectifs vont dépendre du type. Et on verra donc à chaque type d'urgence avec l'objectif et le traitement. La pression artérielle doit être abaissée et les objectifs, on va les voir, ce sera adapté à l'urgence. D'accord? Le traitement de l'urgence hypertensive est IV, contrairement à la crise. C'est un traitement IV. Et si on a des signes de focalisation ou des signes neurologiques, il faut attendre l'imagerie, d'accord? Parce que l'encéphalopathie ou l'AVC, ce n'est pas la même chose. Il faudra faire l'imagerie et attendre. Si on a une hypovolémie, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi on risque d'avoir une hypovolémie? Troisième secteur. C'est-à-dire? Par exemple, une édème cérébrale ou bien. Non, ça ne suffit pas. Je vous ai expliqué ça tout à l'heure. La compensation, essayer d'éliminer le sodium avec l'eau. Exactement, c'est le fait le corps essaie d'éliminer l'excès de sodium, mais élimine avec de l'eau et on aura une sensation d'hypovolémie. Donc, c'est pour ça, des fois, un remplissage IV peut casser le cercle vicieux, mais n'allez pas remplir un OAP. D'accord? Oui, ça va aggraver. Exactement. Donc, si c'est une HTA-maline, ça fait partie de l'HTA-maline. S'il a dit que l'urgence, les mâles font deuil, ce n'est pas un OAP, remplissez votre malade et vous allez voir qu'il va s'améliorer. Donc, n'oubliez pas le remplissage. Je vous ai dit, attention à l'OAP. D'accord? Donc, un remplissage prudent. Et faites attention aussi aux diurétiques et les vasodilatateurs qui risquent d'aggraver l'état d'hypovolémie, parce que ça fait partie des traitements parfois. Donc, la notion de l'hypovolémie, par déshydratation, vous devez l'avoir en tête. D'accord? Et n'oubliez pas qu'une fois la pression artérielle a atteint les objectifs de l'urgence hédique, continuez le relais par la suite péros pour avoir une pression artérielle qui est stable pendant les prochains jours. C'est bon. Donc, les mesures générales. Maintenant, chaque urgence a son propre traitement. Les moyens thérapeutiques pour les urgences. Donc, je vais vous citer les moyens. Chaque urgence a les moyens qui sont un peu plus adéquats. Je répète le traitement IV, donc on va utiliser que des molécules par voie intraveineuse. Le premier, c'est la nicardipine par voie veineuse.
c'est le nom commercial, c'est l'Oxel. Vous l'avez reconnu. Donc, vous avez la nicardipine par voie IV. Qu'est-ce qu'on utilise la nicardipine par voie IV? À la seringue électrique, non? Exactement. Jamais en IV direct, en IVL. On doit. Il y a un problème de sang. Donc voilà. Donc on va utiliser la nicardipine par voie IV à la seringue électrique. L'action elle est rapide, elle est simple à utiliser. C'est l'effet toujours vasodilatateur. Il faut faire attention. Donc, il ne faut pas oublier que la durée d'action, les médicaments qui ont une action rapide, la durée d'action elle est courte, c'est-à-dire 1 heure. Donc, il ne faut pas oublier de prendre le relais Péros. Vous commencez la nicardipine comme IV, au bout de quelques minutes, une fois qu'elle va commencer à agir, donnez un comprimé à la nicardipine pour continuer la suite. D'accord? Oui, Selmi. Docteur, pourquoi on a une ischémie? J'ai pas bien compris. Je crois que on a dit que on donne la nicardipine parce qu'elle a une action vasodilatatrice importante au niveau cérébral et coronarien. Du coup, elle va diminuer l'ischémie. Et je vous ai expliqué tout à l'heure que pour les urgences hypertensives, on a une augmentation le tonus vasculaire par vasoconstriction. Et elle dit que la vasoconstriction, elle va engendrer une ischémie associée déjà au problème des microthrombites, à la microangiopathie thrombotique, ça va donner une ischémie. Donc, l'action vasodilatatrice importante à le niveau de la nicardipine va lever cette ischémie par vasoconstriction. Va soulager, d'accord. Très bien. D'accord, merci. Donc, voilà. Pour la nicardipine, c'est bon. Le deuxième médicament, c'est le labetalol. D'accord? On n'en a pas. Hein. Et chez nous, en tout cas, c'est un bêta-bloquant à action rapide. En 2 minutes déjà, il commence à agir et une demi-vie qui est plus ou moins courte dans les 2 à 4 heures. C'est un alpha et bêta-bloquant à la fois. Et kiff, il a le même effet, la diminution de la résistance vasculaire, mais tout en maintenant un débit cardiaque et cérébral. D'accord? Parce que c'est un effet alpha et bêta à la fois. Bon, pour la dose, je l'ai inscrite. Bon, vous n'êtes pas obligé de la retenir, mais il faut tenir en compte les contre-indications par le médicament. Je vous ai dit à chaque fois. Le troisième médicament, c'est le Rapidil, c'est le Précil, le nom commercial. C'est un médicament d'action rapide parce que il a un effet vasodilatateur. Alors, je m'excuse, 2 minutes. Alors, on revient. Kiff. Le Rapidil, c'est un vasodilatateur d'action rapide. Et l'avantage Théro, c'est qu'il n'a pas une tachycardie réflexe associée. Parce que vous savez tous que si on a une vasodilatation, c'est que la pression artérielle va diminuer. Le corps va essayer de la faire augmenter, en augmentant la fréquence cardiaque. Donc, l'avantage Théro, le Rapidil, c'est qu'il n'y a pas cette tachycardie réflexe. Mais il n'existe pas chez nous. On a par contre le nitroprussiate de sodium qui fait partie des
de la famille des dérivés nitrés. Et c'est un bon médicament. C'est un vasodilatateur mixte artériel et veineux. Et par contre, il a des effets secondaires un peu. Donc, ils ont développé par la suite les nitrales qui a moins d'effets secondaires avec le même effet, vasodilatateur artériel et veineux. On peut avoir un effet rapide qui est au bout de 2 minutes. Par contre, l'effet secondaire majeur, il a diminué son utilisation, c'est la diminution du flux cérébral par augmentation de la pression intracrânienne. Et c'est pour ça, oui, on ne l'utilise pas dans les urgences hypertensives. Oui, on a une atteinte. Quelqu'un peut me répondre pour me confirmer que vous êtes là? Oui. Oui. Encéphalopathie hypertensive. Oula. Stéamaline. L'AVC, tout simplement. C'est que vous avez déjà une atteinte ischémique cérébrale. Vous allez donner un médicament qui va diminuer la perfusion, le flux cérébral. Vous avez aggravé l'ischémie. D'accord? Donc, voilà. Il y en a d'autres encore. Il y a l'esmolol. Ça, par contre, c'est un médicament très intéressant. Il est disponible à un autre niveau de l'hôpital. C'est un bêta-bloquant cardio-sélectif. C'est-à-dire que l'action principale, c'est la diminution de la fréquence cardiaque. D'accord? Il a une action à 1 minute rapidement, il abaisse la pression artérielle, mais elle est de courte durée. On l'utilise à la seringue électrique. Et l'avantage théotonique, c'est que le métabolisme théo, il est indépendant de la fonction rénale et la fonction hépatique. Donc, on peut le donner si on a une insuffisance rénale ou une insuffisance hépatique. Et à votre avis, c'est quoi l'indication théo majeure? C'est que c'est un bêta-bloquant cardio-sélectif d'action. Ou la classe, tout le monde, vous allez me dire, oui, on va l'utiliser. Après, il y a d'autres médicaments antihypertenseurs, qui mettent le furosémide. Le furosémide, il n'abaisse pas vraiment la pression artérielle. On va l'utiliser pour l'urgence hypertensive qui est l'OAP, mais par diminution de la surcharge volémique, pas pour abaisser la pression artérielle. Là, je vous ai donné un tableau pour les médicaments la nicardipine, l'esmolol. C'est les médicaments injectables utilisés pour les urgences hypertensives, avec les classes thérapeutiques, les durées, les doses habituelles et surtout, les contre-indications et les effets indésirables. Parce que si vous allez connaître les contre-indications, vous allez déduire où on va utiliser chacun. D'accord? Bon, qu'il y a une version anglaise ou qu'il y a une version française. Pour l'HTMAline, en fait, ça dépend de l'urgence hypertensive, ça dépend de l'organe cible associé les MAA. Parce que si c'est un AVC, on ne peut pas utiliser le sodium nitroprusside. Par contre, on peut l'utiliser via les urgences pratiquement. Vous allez le déduire normalement, c'est quoi? La nicardipine. La nicardipine. Voilà, donc flash thermaline déjà, on peut utiliser la nicardipine safe. Maintenant, ça dépend de l'urgence, l'atteinte d'organes cibles associés, on pourra rajouter ou utiliser les autres. D'accord? Le plus important, c'est que on va se concentrer sur deux. Le premier, c'est l'AVC ischémique. L'AVC ischémique, ne pas diminuer la pression artérielle rapidement, sauf si on va thromboliser. Vous savez tous qu'actuellement, les AVC ischémiques sont thrombolisés. Mais il y a des conditions de thrombolyse. On ne va pas thromboliser tous les AVC ischémiques. Il faut que ça soit un AVC inférieur à 6 heures, ou dans un centre où il y a une réanimation et un centre d'imagerie. D'accord? Elle est une réanimation. Risque hémorragique. Risque hémorragique. Risque hémorragique, inondation ventriculaire et nécessité d'intubation et hospitalisation en unité de soins intensifs. Plutôt en réanimation. Donc, si vous recevez un AVC, oui,
il a ses critères, c'est-à-dire moins de 6 heures, pas de contre-indication à la thrombolyse, comme une réanimation, comme un centre d'imagerie. Vous allez décider de le thrombolyser. Dans ce cas, vous ne thrombolysez pas avec une pression artérielle élevée. Vous allez diminuer la pression comme 180-105. Et vous devez maintenir les chiffres au moins 24 heures. C'est-à-dire que laissez la pression artérielle au moins 24 heures après la thrombolyse, parce que l'effet de la thrombolyse, c'est qu'il arrête. Si la pression artérielle va augmenter, vous allez causer une hémorragie. D'accord? Donc, vous abaissez uniquement si vous avez décidé de thrombolyser. Sinon, vous abaissez 15% les premières 24 heures pour les autres AVC ischémiques. C'est bon? Oui. C'est quoi le délai de la thrombolyse? En 6 heures. D'accord. 6 heures par rapport au début des symptômes, c'est-à-dire par rapport où le malade a commencé à avoir son déficit moteur ou la magie par rapport au diagnostic. D'accord? Oui. Très bien. Donc, vous avez compris, l'AVC ischémique, vous thrombolysez, vous abaissez 180-105 et vous maintenez les chiffres au moins 24 heures. Vous n'allez pas thromboliser, vous abaissez 15%. D'accord? Docteur, Oui? si l'AVC, elle a plus de séjours, de l'installation, elle a plus de séjours, qu'est-ce qu'on va faire? Vous n'allez pas thromboliser. Donc, dans ce cas, vous allez abaisser la pression artérielle comme 15% les premières 24 heures et vous prenez le relais péros par la suite. Et vous allez donner le traitement à l'AVC, c'est-à-dire une anti-agrégation plaquettaire, des statines, etc. Mais vous n'allez pas thromboliser. D'accord, merci. Pas de quoi. Maintenant, l'AVC hémorragique, ça c'est la nouveauté depuis 2018. Avant, on devait abaisser la pression artérielle pour l'AVC hémorragique. Maintenant, non. Si la pression artérielle ne dépasse pas les 220, on n'abaisse pas. Si la pression artérielle dépasse les 220, on abaisse progressivement par voie injectable, bien sûr. Jusqu'à 180. Qui est 180? C'est ça l'objectif. 180, la normalisation de la pression artérielle va se faire dans les prochains jours, mais chez le jour même. Mais l'objectif, si c'est inférieur à 220, vous abaissez les prochains jours progressivement. Si c'est supérieur à 220, 180, on met de la normalisation les prochains jours. D'accord? Docteur, Oui? pourquoi on n'abaisse pas si la pression est moins de 220? Le cut-off, allège 220. Si j'en choisis 220. Non, pourquoi on n'abaisse pas? Ça veut dire on laisse le. C'est néfaste, c'est néfaste. Si vous allez abaisser, c'est clair qu'il y a de l'hémorragie, mais en même temps, il y a les zones au fait, c'est vrai qu'il y a de l'hémorragie, mais en même temps, les autres zones du cerveau sont hypoperfusées parce qu'il y a de l'hémorragie et ils vont faire, c'est comme s'il y aura une baisse du débit. Sans gaffe, les autres régions du cerveau qui ne saignent pas. Si vous allez abaisser, vous allez aggraver l'ischémie. Il y aura de l'ischémie sur les autres zones. C'est pour ça, on garde, si ce n'est pas inférieur à 120, on garde. D'accord? D'accord, mais c'est quoi le relais si on n'abaisse pas? On va abaisser progressivement par la suite. Je vais vous dire on va faire la normalisation au elle sera faite. Mais l'objectif, ce n'est pas abaisser rapidement. Parce que si c'est supérieur à 220, rapidement inférieur à rapidement, c'est-à-dire que la journée est inférieure à 180, on va le reste. Mais si c'est 220, il n'y a pas d'urgence à abaisser la pression artérielle. Vous le faites progressivement les 3 jours d'hospitalisation. Merci. Docteur, Oui. genre si c'est inférieur à 220, genre, ça ne va pas aggraver l'hémorragie. Malgré 220, c'est quand même élevé. Oui, ça ne va pas aggraver l'hémorragie, oui. D'accord, merci. Pas de quoi. Maintenant, l'introduction le traitement et la normalisation, c'est au bout de 5 jours. Là, on doit avoir un chiffre tensionnel qui est normal, c'est-à-dire 120-130. Et les traitements qu'on doit utiliser, c'est les 3 classes thérapeutiques que nous avons la dernière fois, c'est-à-dire IECRA2,
avec un inhibiteur classique et un diurétique thiazédique. C'est les trois classes qui ont c'est les trois. Bon, il y a quelqu'un qui a posé la question, قال لك وعلاش مالا l'objectif n'est pas 220. Au fait, la zone entre 180 et 220, c'est une zone grise. D'accord? C'est pour ça, il n'y a pas vraiment. Parce que le fait, on ne peut pas dire حبطوا من 220 حتى 180 وحبسوا. 220, entre 220 et 180, bénéfice-risque, ils sont un peu similaires. D'accord? Donc, c'est pour ça, on a dit que c'est supérieur à 220, c'est nettement dangereux. Si on fait une courbe, supérieur à 220, c'est néfaste. Inférieur à 180, c'est safe. Entre les deux, c'est une zone grise. D'accord? Maintenant, pour les syndromes coronaires aigus, à votre avis, c'est quoi l'antihypertenseur qu'on devra utiliser en urgence? Le bêta-bloquant cardio. L'esmolol. L'esmolol, bon, oui, mais il y a mieux. Parce qu'on doit agir, parce que l'esmolol va abaisser la fréquence cardiaque uniquement, mais on doit agir aussi sur l'ischémie. Il y a un vasodilatateur qui est intéressant. L'urapil. La nicardipine. La nicardipine, surtout pas l'urapide. C'est la nicardipine, mais il y a aussi autre chose. Les dérivés nitrés. Ils ont une vasodilatatrice artériolaire et veineuse, et donc ça va agir sur l'ischémie myocardique aussi, abaisser la pression artérielle. Et l'OAP, Un dérivé nitré plus un diurétique. très bien. Furosémide. Je vous ai dit, diurétique, c'est pour la surcharge. Les dérivés nitrés pour abaisser la pression artérielle. D'accord? Maintenant, pour l'éclampsie, la prééclampsie, surtout la prééclampsie, c'est quoi le traitement de la prééclampsie, l'éclampsie? Nicardipine IV. Là, l'éclampsie ou C'est une indication à l'extraction fœtale, non? Exactement, parce que le mécanisme, c'est quoi? C'est le placenta. C'est le fait d'avoir le placenta implanté. Donc, si on a le placenta implanté, la malade, l'éclampsie, elle va continuer à avoir ses convulsions et évoluer vers la CIVD et le décès par la suite avec la défaillance viscérale. Donc, il faut extraire le fœtus en urgence. D'accord? On injecte le magnésium pour les crises convulsives et on doit donner un inhibiteur calcique parce que c'est lui qui a le moins d'effets secondaires par rapport à la maman et le fœtus, que ce soit en éclampsie ou la prééclampsie. D'accord? Et surtout, je vous dis un truc, est-ce que les femmes enceintes ont une prééclampsie? Je ne parle pas de l'éclampsie, parce que l'éclampsie, je vous ai dit l'extraction. Et ils ont un régime sans sel ou là? Normalement, صودي. علاش ما نقولوا لهمش ديروا Je sais juste que c'est un régime normal sodé, mais je ne sais pas pourquoi. Très bien. Alors, les femmes enceintes, oui, l'éclampsie est un stade évolutif de la prééclampsie. Si on ne traite pas la prééclampsie, on va évoluer certainement vers l'éclampsie. Au fait, c'est par rapport au mécanisme physiopathologique. Ce n'est pas un excès de sel. Ce n'est pas un problème de sodium. C'est un problème qui est lié à l'implantation placentaire. Donc, c'est purement vasculaire. Ce n'est pas le sel. C'est pour ça qu'il n'y a pas un régime hyposodé. Pire encore, si on va faire un régime hyposodé, ça risque d'être dangereux pour le fœtus. D'accord? Maintenant, la dissection aortique. À votre avis, qu'est-ce qu'on va utiliser comme traitement? En fait, l'objectif de la dissection aortique, c'est quoi? C'est la seule indication. Oui, on doit abaisser rapidement la pression artérielle. Vous avez une dissection, même si on a 220, tabtou 120, c'est ça l'objectif, le plus rapidement possible. Donc, avec une fréquence cardiaque dans les 60 battements par minute. Donc, vous devez employer tous les médicaments d'action rapide pour avoir les objectifs. Une pression artérielle systolique inférieure à 120, une fréquence cardiaque inférieure ou égale à 60. C'est les objectifs à la dissection. Comment avoir les objectifs? Bêta-bloquant. Les rois. Esmolol. Esmolol. Parfait. L'esmolol, c'est l'indication
تاعو majeur, c'est la dissection aortique. Parce qu'il va abaisser la pression artérielle comme قبيلة. Oui, Sabrina. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, on on vous entend. Parce que Sabrina, il trouve qu'il y a un bug. Ah oui, j'ai pas entendu. Ça s'est bugué. D'accord. La partie, tu as la dissection. Oui, s'il vous plaît. Oui, la dissection, je vous ai dit, c'est la seule urgence où vous devez abaisser rapidement, avec tous les moyens possibles et imaginables, la pression artérielle. Parce que tant que la pression artérielle, ça va augmenter les forces de cisaillement et vous allez aggraver la dissection aortique. Donc, vous abaissez avec tous les moyens possibles et imaginables. L'objectif, c'est 120 de systolique avec une fréquence cardiaque inférieure à 60 battements par minute. Les moyens, on m'a dit, c'est les small, c'est vrai, parce que c'est un bêta-bloquant qui agit 1 à 2 minutes. Donc, mais il ne faut pas oublier de prendre le relais péros, c'est-à-dire que vous donnez les small IV, vous donnez un bêta-bloquant en péros pour qu'il prenne le relais après la fin de l'effet à les small. Et vous rajoutez avec les small quoi pour abaisser la pression artérielle? Nicardipine. La nicardipine. Ça, c'est pour abaisser. Et n'oubliez pas, nicardipine IV et donnez péros aussi pour le relais. Et vous n'arrêtez pas la forme IV. Vous avez l'effet de la forme péros. Vous allez continuer pour la forme péros. D'accord? Docteur, s'il vous plaît, quand est-ce qu'on doit introduire la forme péros? À partir de quelle durée? Délai? Ça dépend la durée, le délai d'action à la forme péros. Ça dépend quel bêta-bloquant vous allez agir. Il y a des bêta-bloquants qui agissent 1 heure, qui agissent 2 heures. Donc, le début d'action du bêta-bloquant péros, je تحبسوا l'IV ou il y l'effet du bêta-bloquant péros. C'est-à-dire la forme IV, on la donne en une seule prise et puis dès qu'il y a la fin d'action de la forme IV, on introduit directement la forme Vous péros. n'attendez pas la fin. Vous donnez la forme IV tant que vous n'avez pas atteint les objectifs. Une fois les objectifs atteints, خلوا la forme IV et commencez la forme péros. Et vous arrêtez la forme IV qui compte le délai d'action de la forme péros يبدا. Vous n'arrêtez pas la forme IV. حتى وين le délai d'action يبدا تاع la forme péros. C'est-à-dire que je vais mettre de la nicardipine. D'accord? Ça bug, docteur. Ça bug. Oui, doc. Allô? Et là, C'est bon, c'est réglé. c'est réglé, parfait. C'est bon. Il y a eu une déconnexion, c'est pour ça. Maintenant, il faut que je trouve mon écran. Il est où mon écran? Il est là. Et on était... On a fini pratiquement. D'urgence hypertensive. Voilà, c'est la dissection. On parlait de la dissection. Je vous ai dit pour la dissection, au fait, en général, c'est l'indication opératoire en urgence. Donc, ça serait bien de laisser le malade sous traitement IV pour mieux gérer la pression artérielle en pérope et ne commencer le traitement péros qu'après l'intervention chirurgicale. D'accord?
parce qu'on gère mieux la pression artérielle par les drogues IV, surtout en pérope. Après, je vous ai donné le tableau qui fait les objectifs à chaque urgence avec les médicaments de première intention et les alternatives. Il y a la forme anglais-français. Maintenant, rapidement, vous me dites les objectifs pour l'HTA-maline et l'encéphalopathie hypertensive. De réduire à 20-25% dans les 6 heures. Allô? Allô? Oui, on vous reçoit. Oui, très bien. Pour la dissection aortique, c'est le seul qu'on doit commencer rapidement la baisse. Les objectifs, il faut connaître les objectifs. Inférieur à 120. À 120 avec une fréquence cardiaque à 60. Il faut rajouter ça c'est très important. Pour l'AVC ischémique, Ça dépend des délais. C'est inférieur à 6 heures. Donc, indication à la thrombolyse et une pression artérielle inférieure à 180, 110, 105. oui. Si ça dépasse les 6 heures, on diminue environ 15% pendant les 24 heures. Si ça dépasse les 6 heures, parce qu'on a dépassé les délais de thrombolyse. C'est-à-dire, c'est mieux de dire si on ne thrombolyse pas. Si on ne thrombolyse pas, on va diminuer 15%. D'accord? Allô? Allô? Oui. D'accord. Donc, c'est mieux de dire si on ne thrombolyse pas si on dépasse les 6 heures. Et l'AVC hémorragique, Si c'est inférieur à 220, on ne baisse pas. oui. On n'abaisse pas la tension artérielle. Maintenant, si c'est supérieur, on doit abaisser. Un objectif de 180. 180. Dans les 24 heures. Voilà. Donc voilà, normalement, le plus important, c'est de savoir faire le diagnostic, faire la part des choses entre une crise hypertensive et une urgence. Et une fois l'urgence diagnostiquée, vous devez savoir comment la traiter, c'est-à-dire quel médicament injecter pour quelle urgence. D'accord? Docteur? Oui. Dans l'urgence, donc on donne la voie IV jusqu'on obtient les objectifs. Après, oui. on donne le relais Péros pour stabiliser le patient durant... Pour maintenir une pression artérielle stable voilà, pour maintenir les prochains jours. Voilà. D'accord. Voilà. Merci. Merci à vous. Là, je dois vous laisser. Donc, je vais vous écrire mon mail. Si vous voulez poser des questions, vous me les envoyez par mail. D'accord? Est-ce que vous pouvez juste m'envoyer les diapos précédentes plus cette diapo? Parce que je vous ai envoyé mon email, mais je n'ai pas reçu de diapo. Alors, vous m'excusez, je vais vous donner mon mail tout de suite. Rappelez-moi par un autre mail, si c'est possible. Alors, converser. Oui, non, la conversation.